Bonjour à tous, quelques conseils pour préparer le concours de chef d'établissement. Alors, quand on veut préparer le concours de chef d'établissement, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'étudier de près le référentiel des personnels de direction. Et vous découvrirez que le chef d'établissement, non seulement il pilote la politique pédagogique et la politique éducative, mais qu'il doit aussi administrer l'établissement et gérer les ressources humaines. Nous y reviendrons. Alors pour creuser autour du métier de chef d'établissement, de nombreuses ressources, donc ce référentiel des personnels de direction. La deuxième ressource, et il faut vraiment faire cet effort-là, comme le souligne l'inspection générale, c'est de réaliser des entretiens avec des chefs d'établissement différents, un de collège, un de lycée professionnel et un proviseur de lycée général technologique. Je pense que ça, c'est 3 entretiens indispensables. On peut le faire en visio, par téléphone, en utilisant par exemple les réseaux sociaux pour contacter les collègues. Troisième façon de s'informer sur le métier d'établissement, et moi je me félicite que de nombreux collègues maintenant publient des ouvrages, c'est justement de lire les bouquins écrits par les chefs d'établissement, alors parfois avec l'aide de journalistes. Le dernier bouquin en date est celui de Barbara Martin, qui est proviseur maintenant au lycée de Toronto, qui raconte son expérience dans un lycée parisien un peu tumultueux, disons. Vous avez le bouquin de Arnaud Guigues, vous avez aussi le bouquin très touchant, très intéressant de Christophe Baron, Monsieur le Proviseur. Enfin, bien sûr, je vous conseille mon petit bouquin. Alors, je l'ai intitulé Roman, mais en fait, c'est un récit roman qui raconte l'histoire d'un petit chef, de ses débuts dans le métier, puis après, de son parcours, et puis de son arrivée dans un lycée où ça va un peu moins bien se passer. Quand on veut préparer le concours de chef d'établissement, il faut bien entendu bien connaître le métier de chef d'établissement, mais aussi il faut se pencher de très près sur l'établissement public local d'enseignement. Alors la première chose à faire, c'est d'être incollable sur le fonctionnement de l'établissement scolaire, et notamment de bien connaître les différentes instances, qu'il s'agisse du conseil d'administration, du conseil de la vie lycéenne ou collégienne, du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté ou à l'environnement, ou de la commission hygiène et sécurité par exemple. Il faut connaître donc la composition, les missions de chaque instance, la fréquence de réunion, etc. Deuxième point, il faut s'intéresser au statut et au métier des acteurs qui travaillent avec l'équipe de direction. Ils sont très nombreux, comme vous pouvez le voir, professeurs, CPE, etc. Vous trouverez dans le bouquin coordonné par Éric Tournier, les personnels de direction des PLE, justement plusieurs articles sur les différents métiers. C'est très bien fait, je vous invite à le lire. Et puis, si vous voulez un petit peu creuser sur la question des conseillers principaux d'éducation, je vous invite à lire Au cœur de l'école, où je reviens dans un article assez long sur les conseillers principaux d'éducation, et notamment dans leur relation avec les chefs d'établissement. Enfin, vous devez connaître aussi les partenaires des établissements scolaires, les parents, les services sociaux. Là, je pense qu'il faut faire l'effort de s'intéresser en particulier aux parents et aux élèves. J'ai écrit quelques articles sur ces questions-là dans mon ouvrage Au cœur de l'école. Mais bien sûr, il y a aussi les médias, les élus locaux, etc. Vous devez encore savoir bien distinguer les différents types de PLE, collège, lycée général ou technologique. Alors vous trouvez des éléments dans le bouquin de Tournier, mais si vous voulez approfondir sur le collège, je vous invite à lire l'ouvrage que j'ai écrit avec Philippe David sur le collège. C'est un petit ouvrage justement à destination des candidats, où on fait le tour vraiment de la question sur le thème du collège. Enfin, quand on veut devenir chef d'établissement, il ne faut pas perdre de vue que le chef d'établissement est le premier expert de son établissement, et qu'à ce titre, le candidat doit mener une enquête. Alors, comment on fait? Tout simplement en collectant les traces écrites, qu'il s'agisse du contrat d'objectif, du projet d'établissement, du règlement intérieur, des PV du conseil d'administration, des écrits de son chef d'établissement, des courriers par exemple. On peut aussi faire des observations, et on peut encore, ne l'oublions pas, faire des entretiens avec les différents acteurs qui travaillent avec vous, le conseiller principal d'éducation, le gestionnaire. Ne pas hésiter aussi à aller voir les collègues et puis à leur faire parler de leur métier pour bien découvrir le fonctionnement d'un établissement scolaire. Quand on est chef d'établissement, il faut s'intéresser aussi de près au pilotage et à l'évaluation des établissements publics locaux d'enseignement. Alors les outils du pilotage, ils sont finalement pas nombreux. Il y a d'abord le projet d'établissement qu'il faut savoir distinguer du contrat d'objectif. Rappelons que le projet d'établissement, c'est une obligation depuis 1989. Le contrat d'objectif, lui, est né un peu plus tard avec la création du conseil pédagogique en 2005.
c'est pas du tout la même démarche. D'un côté une démarche contractuelle, de l'autre côté une démarche, disons, un peu autonome. Pour le pilotage, en fait, le pilotage, ça s'appuie essentiellement sur le projet. Donc là, il faut connaître la démarche de projet. Alors je vous propose ici, c'est une démarche que moi j'ai appelée Corias, c'est facile à mémoriser. Alors en quoi elle consiste cette méthode Corias? Tout simplement, la voici. D'abord, quand on veut faire un projet, il faut s'intéresser au contexte, faire un diagnostic. Après, bien sûr, on va définir des objectifs, pas tout seul, avec les autres membres de la communauté scolaire ou avec les personnes directement intéressées par le projet. On va définir des ressources, elles sont nombreuses, qu'elles soient matérielles, financières, humaines. N'oubliez pas non plus qu'il y a une ressource essentielle qui s'appelle le budget temps, le temps. On va encore préciser les actions principales et secondaires. On va se demander dans quelles instances on va être discuter ces projets. Alors est-ce que ce sera le conseil pédagogique? Est-ce que ce sera le conseil d'administration? Est-ce que ce sera le conseil de la vie collégienne ou lycéenne? Ou est-ce que ce sera tout simplement une commission qui réunit différents partenaires? Le calendrier, ça c'est essentiel, puisque quand on rend une action, il faut définir un calendrier. Et enfin, ne pas oublier l'évaluation, c'est-à-dire être capable de répondre à la question sur quels indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, on va pouvoir, à partir de quels indicateurs on pourra dire si l'action a été réussie ou pas. Ça permettra aussi de faire des corrections si nécessaire, si l'action se poursuit l'année suivante. Le pilotage et l'évaluation des EPLE, c'est aussi s'intéresser aux ressources, aux leviers dont dispose le chef d'établissement pour piloter les projets. Alors les différentes ressources, c'est bien sûr d'abord la dotation globale horaire et la fameuse marge d'autonomie. Alors pour les collèges, c'est assez simple, chaque division en quelque sorte rapporte à l'établissement 29 heures. Sur ces 29 heures, il y a 3 heures à peu près de marge d'autonomie. Donc là, le budget en termes d'autonomie, on peut le compter assez facilement. Donc la DGH, mais également le budget de l'établissement. On peut aussi s'appuyer sur des partenariats. On peut s'appuyer aussi sur des compétences. Et là, qui dit compétences, dit parfois qu'il faut mettre en place des formations, des formations d'initiative locale, ou des formations tout simplement sous forme de capsules de formation. Par exemple, dans mon établissement, je vais essayer de faire venir une collègue qui est un peu spécialisée sur la question du décrochage pour pouvoir former les professeurs principaux du collège que je dirige. On peut encore bien sûr s'appuyer sur l'accompagnement que peut proposer les corps d'inspection. Ressources, démarches, projets, mais aussi bien sûr évaluation. Alors là, s'agissant de l'évaluation, vous savez que les choses bougent. Les établissements sont incités à rentrer dans une démarche d'auto-évaluation, et puis c'est le ministre Jean-Michel Blanquer qui l'a souhaité, ils seront tous évalués par des évaluateurs externes, et c'est le conseil d'évaluation de l'école qui pilote l'ensemble de ce dispositif. Donc allez sur le site pour découvrir toutes les ressources et toute cette démarche. Enfin, quand on se penche sur la question de l'évaluation, il faut bien sûr maîtriser les différents indicateurs. Alors pour les établissements scolaires, on a les indicateurs de type APAE, c'est-à-dire aide au pilotage de l'autonomie des établissements scolaires. C'est des indicateurs qu'on retrouve sur l'intranet de l'établissement scolaire. On peut aussi décider de suivre certains indicateurs. Je pense bien sûr à l'absentéisme, les retardataires, les passages à l'infirmerie. On peut encore, par exemple, c'est ce que nous on fait dans notre établissement pour essayer d'identifier les décrocheurs que j'appelle les décrocheurs silencieux. Tout simplement regarder les notes. Nous, on considère que les élèves qui ont moins de 8 sur 20, des résultats fragiles en français et en mathématiques, ce sont des décrocheurs silencieux. On les compte et puis après on essaie de voir quel accompagnement, quel soutien on peut leur proposer. Les indicateurs, c'est pas que du quantitatif, c'est aussi parfois faire des enquêtes dans l'établissement, des enquêtes par exemple de climat scolaire, ou tout simplement faire des observations pour essayer de mesurer ce qui se passe dans l'établissement. Quand on est chef d'établissement, on est en quelque sorte le directeur des ressources humaines de proximité. Alors, quelles sont les opérations RH que va devoir réaliser le chef d'établissement? Alors, le recrutement, s'agissant du recrutement, on le sait, les personnels de direction ne recrutent pas les enseignants, mais en revanche, ils peuvent être amenés à recruter des enseignants contractuels lorsque les services du rectorat sont à la peine pour trouver des remplaçants. Ils peuvent être amenés à recruter également les assistants d'éducation avec l'appui des conseillers principaux d'éducation.
Donc, outre le recrutement, les enseignants doivent se pencher sur ce que moi j'appelle l'accompagnement, c'est-à-dire être vigilant à ce qu'il n'y ait pas dans l'établissement ce que j'ai nommé des professeurs transparents, faire attention à l'intégration de chacun, qu'il s'agisse des collègues qui sont en service partagé ou des collègues qui sont contractuels ou des collègues qui sont un petit peu introvertis ou qui peuvent fragiles à un certain moment de leur carrière. La formation, tout ça c'est essentiel. Là, des outils existent, notamment les stages d'initiative locale ou des capsules de formation, j'en ai parlé tout à l'heure. L'évaluation, bon, c'est cadré s'agissant des enseignants, ça se déroule dans le cadre de ce qu'on appelle le PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, c'est très cadré et c'est l'IPER et chef d'établissement qui mène cette évaluation-là. Le chef d'établissement en tant que DRH va faire aussi un travail de régulation, c'est-à-dire être attentif à la cohésion et puis de gestion des conflits, je vais y revenir. Enfin, quand on est chef d'établissement, il faut vraiment se poser la question de comment on valorise les collègues. Alors il y a des rémunérations bien entendu financières, je pense aux HSE, aux HSA, heures supplémentaires années, mais il y a surtout des rémunérations que j'appelle symboliques. J'essaye de les caractériser et de les décrire dans mon petit ouvrage qui s'appelle Professeur et chef d'établissement. Donc voilà, les opérations RH, je pense que c'est pas inutile quand on débute dans le métier de réfléchir au style de management, notamment en se penchant sur les différents chefs d'établissement avec lesquels on a travaillé. Alors moi dans mon bouquin j'ai recensé, et je vous invite pas à le devenir, différents types de chefs d'établissement, et en particulier le manager tentaculaire, c'est celui qui délègue rien et qui fait confiance à personne, donc ça c'est quand même un style à éviter. À éviter également le technocrate, j'ai connu ce style de chef d'établissement moi-même quand j'étais professeur, celui qui a une compétence très précise des textes mais qui reste sur son bureau et gouverne par la pression du droit et la pression de la règle. Le communicant, alors ça c'est peut-être un petit peu mieux, mais attention, ça c'est des profils qu'on rencontre parfois dans les gros bahuts. Je pense à mes collègues proviseurs qui sont de bons communicants, parfois de trop bons communicants, et qui laissent peut-être un petit peu trop de boulot à leurs adjoints en interne. Une figure qu'on trouve plus souvent peut-être en collège, le chef d'établissement un peu paternaliste, le relationnel, ou le chef d'établissement très épris de pédagogie et qui va être pleinement un leader pédagogique. Je vous invite sur cette question-là du management à poursuivre la réflexion avec un article intéressant de François Baluto sur les différents régimes d'action des chefs d'établissement, le régime d'imposition, d'accompagnement et d'incitation. C'est intéressant de savoir les caractériser et de les avoir en tête quand on veut devenir chef d'établissement. Enfin, et on le sait, le climat scolaire s'est dégradé ces dernières années, notamment entre les chefs d'établissement et puis les personnels enseignants. Les réformes, ils sont pour quelque chose, puisque vous savez qu'il y a eu beaucoup d'opposition par rapport à ça. Donc je crois que c'est pas inintéressant de se pencher sur la dimension des conflits. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de ressources. Moi, j'ai abordé ça dans mon ouvrage, un professeur chef d'établissement, en distinguant les micro-conflits et puis les conflits plus sociaux, et puis en essayant de retracer à partir d'exemples les itinéraires d'un conflit, comment ils peuvent parfois se sédimenter, se cristalliser, ou comment essayer de trouver une issue. À noter dans la bibliographie aussi, vous le voyez, un ouvrage tout à fait intéressant qu'on trouve en téléchargement gratuit de Romuald Nurman sur manuel des chefs d'établissement, anti-manuel des chefs d'établissement, où justement il aborde cette question du management et il donne beaucoup aussi de comparaisons internationales, c'est tout à fait intéressant. Et puis notre collègue Stéphane Germain a écrit un ouvrage gros, épais, dense, universitaire, je dirais, qui est intéressant. Alors, moi je ne partage pas toujours son point de vue, mais c'est un bouquin intéressant qui s'appelle Le management des établissements scolaires. Vous pouvez aussi y jeter un petit œil. Quand on est chef d'établissement, on est bien sûr le représentant d'une communauté éducative. C'est à ce titre que le chef d'établissement préside le conseil d'administration. Mais on est aussi le représentant du système éducatif. On est aussi un cadre de l'école de la République. Donc il s'agit pour tout chef d'établissement de connaître l'école de la République dans son fonctionnement, dans ses valeurs, dans ses principes, et d'être capable, bien entendu, de la défendre. Alors l'école de la République, rappelons-le, elle a trois visages. Le premier visage est un service public.
Elle obéit à des principes, principe de neutralité, principe de continuité par exemple. Ce qui fait que on ne ferme rarement un établissement scolaire en période de grève, en période d'intempéries. Et en tout cas, s'il devait y avoir cette décision de fermeture, on l'a vu avec la crise du Covid, hein, c'est une décision qui appartient au préfet et qui n'appartient absolument pas au chef d'établissement. Le chef d'établissement peut simplement suspendre les cours si nécessaire. L'école de la République, c'est un service public, c'est aussi une institution qui éduque, qui transmet des valeurs. Alors, sur les valeurs, il s'agit d'être au point. Hein. J'avais rédigé un petit article sur les questions, cette question-là des valeurs, hein, je vous invite à le lire. Parmi les valeurs, hein, n'oublions pas, on a bien sûr la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, mais n'oublions pas, on a aussi la valeur éducabilité. Ça signifie que tous les élèves peuvent progresser et qu'il s'agit en quelque sorte, hein, pour le chef d'établissement, de prendre soin de tous les élèves. C'est ce que dit d'ailleurs très justement Philippe Mérieux, hein, le rôle du chef d'établissement, c'est de continuer à croire dans l'élève quand tout le monde autour de lui, amis, famille, professeurs, l'abandonne. Enfin, l'école de la République, c'est une organisation. Alors disons-le, hein, notre organisation se cherche depuis une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en voie de débureaucratisation, c'est-à-dire que ce pilotage par le haut, pilotage qu'on appelle top-down dans le langage des économistes, est en train d'évoluer vers un pilotage plus bottom-up, c'est-à-dire qu'on va laisser un peu plus de marge d'autonomie, d'initiative, hein, au terrain et aux établissements scolaires. Franchement, on peut s'en féliciter. C'est un peu dans ce sens, hein, que le président de la République a lancé un appel à projet, en quelque sorte, hein, l'innovation pédagogique, hein, dans le cadre des 500 millions d'euros qui ont été débloqués hein, pour l'école sur les prochaines années. S'intéresser au système éducatif, c'est aussi s'intéresser à l'organisation, hein, du système éducatif. Alors, donc là, il faut savoir, quand on est candidat au concours personnel d'action, hein, quels sont le rôle du ministre, des recteurs, des inspecteurs d'académie, etc. On a bien compris qu'il y a une ligne hiérarchique très forte, hein, qui part du ministre en passant par les recteurs, les inspecteurs d'académie jusqu'au chef d'établissement, et que le chef d'établissement, hein, doit s'inscrire dans ce principe qu'on appelle de loyauté, c'est-à-dire qu'on attend de nous de mettre en place les réformes, qu'on les partage ou qu'on ne les partage pas. Après, à nous d'utiliser notre marge d'autonomie, hein, et de développer notre savoir-faire, hein, pour défendre ces réformes et les rendre applicables sur le terrain. S'intéresser au système éducatif, c'est aussi s'intéresser à la performance du système éducatif. Alors là, il y a de nombreux indicateurs, de nombreuses enquêtes. Hein. Tout le monde connaît l'enquête PISA, Programme international de suivi des acquis, hein, qui montre une chose, qui montre que l'école française est une école moyenne, en quelque sorte, hein, par ses résultats. La France est classée au milieu du tableau. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est que ces résultats se dégradent en français et en mathématiques. Et c'est aussi une école dans laquelle les élèves ont très peu confiance dans leurs apprentissages. Hein. Par exemple, c'est ce qui caractérise la France par rapport à d'autres pays. Donc cela, il faut être attentif à cette question-là. Je vous laisse découvrir les autres indicateurs, hein, comme les indicateurs Teams ou ICLS. Hein, vous trouverez beaucoup de documentation, hein, très facilement sur Internet. Enfin, s'intéresser au système éducatif, s'intéresser aux réformes en cours ou passées. L'image d'une école qui se réforme jamais, c'est tout le contraire de ce qui se passe. On pourrait même dire que parfois, hein, l'école enchaîne beaucoup de réformes. En tout cas, sur la réforme Blanquer, je pense que maintenant tout le monde est à peu près au point. Cette idée de personnalisation des parcours, hein, et de suppression des séries avec plus de contrôle continu, le grand oral, etc. Il faut s'intéresser en ce moment de près à la question du collège, hein, et revenir sur la réforme du collège de 2016, puisque le ministre considère que Papendiaï considère que le collège c'est l'homme malade du système, donc il y a sans doute des évolutions qui vont avoir lieu les prochaines années. Enfin, il faut suivre en ce moment toute l'actualité autour de la réforme du lycée professionnel, puisque le président de la République a souhaité que le nombre de semaines de stage augmente de 50%, et on va sans doute aller vers une forme de gratification aussi des élèves qui font ces stages. En tout cas, il y a autour du lycée professionnel tout un débat assez passionnant pour savoir finalement quelle est la fonction aujourd'hui d'un lycée professionnel au XXIe siècle. Voilà, pour vous aider dans cette bibliographie, plusieurs ressources. La première ressource qu'il faut fréquenter, c'est celle mise à notre disposition gratuitement, hein, par nos collègues de la DEP, hein, de la division de l'évaluation, de la prospective et de la performance. Ils font un sacré travail. On peut d'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, télécharger leurs tableaux Excel, qui sont toujours très intéressants. Pour une approche un peu rapide, je vous invite à lire le petit bouquin de Pierre Merle, un grand sociologue, hein, de l'éducation, Parlons école en 30 questions, c'est très bien fait. Pour approfondir, un numéro spécial des cahiers français,
Si on ne sait pas par quoi commencer, autant commencer par celui-ci. Il est très clair, très lisible, une belle iconographie. On retrouve des articles de spécialistes. Je l'avais déjà signalé, la revue Sciences Humaines a fait une fois de plus une belle revue de qualité avec des grands noms de la sociologie de l'éducation, l'école et ses grands enjeux. Enfin, pour ceux qui ont une histoire un peu comme moi, toujours la plume très fine, très critique de Claude Lelièvre, l'école d'aujourd'hui, la lumière de l'histoire, c'est toujours très passionnant. Vraiment, je vous invite à lire ce bouquin. On peut le lire par chapitre, et vraiment, c'est une mine d'informations. S'il y a bien une fonction qui est en expansion dans les missions du chef d'établissement, c'est la fonction de communication. Alors, le principe est assez simple. Si vous, en tant que chef d'établissement, vous ne communiquez pas en interne vis-à-vis de vos équipes ou en externe vis-à-vis des parents, des usagers, des partenaires, etc., eh bien tout simplement d'autres vont le faire à votre place et on va laisser place à la rumeur. Donc autant prendre les choses en main pour combattre parfois toute cette rumeur autour des établissements scolaires. Alors, pour renforcer sa communication, il faut se pencher bien sûr d'abord sur sa communication écrite. Comment travailler sa communication écrite? D'abord, vous pouvez travailler si vous avez des problèmes d'orthographe, avec un site qui s'appelle Orthodidacte, qui vous permet justement de monter en compétences et de travailler vos écrits professionnels. Vous pouvez aussi, par imitation, collecter les écrits professionnels de votre chef ou d'autres chefs, si vous travaillez avec des collègues en réseau. Ça peut être intéressant. Moi-même, j'avais publié un petit ouvrage qui s'appelait Les écrits professionnels. Je l'ai retiré de la vente parce qu'il ne correspondait plus du tout à la nouvelle épreuve, mais certains candidats m'interpellent par rapport à ça. Je vais même sans doute republier quelque chose autour de ça. Enfin, n'oublions pas que la note de synthèse à la nouvelle épreuve, elle vise vraiment à faire le tri entre ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent pas écrire. Donc là, il s'agit de prendre cette épreuve tout à fait au sérieux et de bien se préparer. Vous trouvez sur le web de nombreuses ressources pour faire une note de synthèse. Alors la difficulté, bien sûr, pour nous, c'est que nous n'avons pas de sujet zéro. Donc c'est difficile d'appréhender ce qu'on nous demande, mais peut-être. En tout cas, on peut déjà s'appuyer sur le sujet zéro du concours troisième voie externe, où il y avait une épreuve de note de synthèse qui était proposée aux candidats. Soigner sa communication, c'est aussi soigner sa communication orale. Alors là, le premier conseil est très simple, il s'agit de se filmer en mettant son téléphone portable ou une petite caméra à 2-3 mètres. Et là, pour le coup, on va vite progresser puisqu'on va vite se rendre compte de tous les types de langage, la posture, le regard, tout ce qu'il va falloir corriger. Une autre façon d'améliorer sa communication orale, c'est de chercher dans son environnement des cadres publics ou du privé qui pourraient en quelque sorte vous faire passer un petit oral blanc, c'est-à-dire que vous préparez votre exposé, puis vous leur proposez de vous faire un retour, c'est toujours intéressant, un retour bien sûr bienveillant et critique. Enfin, n'oubliez pas que une fois que les résultats de l'admissibilité seront connus, les académies vont se rapprocher de vous, même si vous êtes un candidat solo, pour vous proposer un galop d'essai. Elles seront en quelque sorte trop heureuses de vous compter parmi les lauréats. Soigner sa communication, c'est aussi soigner sa communication non verbale. Là encore, il y a beaucoup de bouquins qui existent. Ce qu'on attend du candidat lors de l'entretien, c'est qu'il soigne bien sûr d'abord son apparence avec sa façon de s'habiller. Il doit être élégant. Et il y a un dress code, comme on dit. Ses mains, son regard, ses gestes. Il faut être dans une forme de maîtrise. Alors bien sûr, à chaque fois, le jury dit qu'il faut être le plus naturel possible. Bon, il faut être dans une forme quand même de contrôle assez... un bon contrôle de soi-même, de sa communication lors de cette épreuve. Enfin, renforcer sa communication quand on est chef d'établissement ou candidat au concours, c'est renforcer ses compétences dans le domaine du numérique. Clairement, aujourd'hui, on attend que le chef d'établissement sache communiquer sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de LinkedIn, Facebook ou Twitter par exemple, ou qu'il sache utiliser un nouveau outil, Geniali, enfin d'autres. Dans la bibliographie, je vous ai mis quelques éléments. Première chose à faire, c'est de lire la fiche communication proposée par l'IH2EF, l'Institut des hautes études d'éducation de la formation, dans le cadre de leur film annuel. La fiche est très bien faite, les collègues ont fait un très bon boulot. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire l'article que moi-même j'ai publié, qui est en accès libre sur mon site, la communication de l'établissement scolaire, où j'approfondis un petit peu les choses.
Enfin, si cette question de communication vous intéresse, là, je pense que c'est plutôt aux collègues en poste, hein, ici que je m'adresse, c'est de faire un tour dans la collection La boîte à outils, hein, publiée chez Dunod, hein, et là qui est vraiment très très bien faite. Vous trouvez un bouquin sur la communication, sur écrire pour le web, la communication digitale, etc. C'est vraiment très intéressant. Ici, deux auteurs de référence, hein, vous avez Bernadette Jezequel, ou bien un autre auteur qui fait des écrits tout à fait solides et intéressants, qui s'appelle Thierry Lebert. Enfin, pour terminer ce petit diaporama, je vais vous proposer quelques pistes pour faire de la veille. On l'aura compris, le chef d'établissement ou le candidat au concours de personne de direction doit faire de la veille. Alors, de nombreux outils existent pour faire de la veille. On peut commencer déjà par les médias. Je rappelle qu'on peut s'abonner au Monde pour 10 € par mois, lemonde.fr. Vous pouvez aussi suivre les publications tout à fait intéressantes d'une revue en ligne gratuite qui s'appelle The Conversation. Alors là, ce n'est pas un site dédié, mais vous avez une rubrique sur l'éducation qui est bien fournie, dans laquelle interviennent de nombreux universitaires. On peut bien sûr suivre aussi du côté des médias le café pédagogique, même si on connaît l'angle très particulier du café pédagogique. On peut encore utiliser les réseaux sociaux en se créant un compte Twitter et en s'abonnant au site du ministre, des inspecteurs, des chefs d'établissement, des institutions. De plus en plus de collègues aussi publient des choses intéressantes sur LinkedIn, on peut aller faire un tour. Des sites de référence qu'il faut suivre, bien entendu, le premier c'est le site du ministère, je ne l'ai pas mis mais c'est une évidence. Après le site de l'IH2EF, l'Institut des hautes études de l'éducation et de l'information. Nos collègues de MedGEduc publient aussi des choses tout à fait intéressantes. Alors tout n'est pas gratuit, mais vous trouvez de nombreuses vidéos et des ressources aussi en ligne. Le site de l'IFE, l'Institut français de l'éducation qui remplace l'INRP, fait un boulot très intéressant de veille, en publiant d'ailleurs une newsletter de qualité. Enfin, les cahiers pédagogiques. Du côté des associations, si ça vous intéresse de vous engager, vous avez l'Association française des acteurs de l'éducation qui réunit des personnels d'inspection, des chefs d'établissement et quelques enseignants, ou bien une association aussi très intéressante qui s'appelle Éducation et Devenir. On peut faire de la veille bien sûr en suivant les revues syndicales, à partir, alors pour s'agissant des organisations syndicales, pour les personnes de direction, vous avez grosso modo 3 syndicats qui comptent, le SNPDEN, IDFO et le SCEN. On peut encore faire un bon suivi en s'intéressant aux publications avec les maisons d'édition, c'est ce que moi je fais, je suis les publications de PUF ou les publications faites dans 2 maisons d'éducation spécialisées un petit peu sur les questions d'éducation, de Buck et Berger-Levrault. Enfin, si on veut faire de la veille, on peut aussi lire très régulièrement une excellente revue à laquelle moi-même j'ai collaboré pendant quelques années, qui s'appelle Administration Éducation, que je ne saurais trop vous conseiller. Voilà, nous touchons à la fin de ce diaporama. Alors il était riche et j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Ce que j'aimerais dire, d'abord, il faut vous souhaiter une bonne préparation et puis vous souhaiter bon courage. On attend beaucoup du chef d'établissement en termes de compétences, rassurez-vous. Vous aurez toute une carrière pour développer vos compétences et chacun d'entre nous, on poursuit justement ce travail de veille, de montée en compétences qui est une exigence qui pèse sur tous les métiers, pas simplement les métiers d'éducation. A très bientôt, c'était Jean-Marc Robin pour concours-personnalisation.fr.